Il s'agira de parler du financement du secteur de l'énergie avec M. Constant Kouadou, secrétaire général de Côte d'Ivoire Énergie, M. Brice, d'accord, et le modérateur, nous avons M. Jacques. Vous êtes présents? Alors, nous appelons M. Constant Kouadou, M. Brice. Please, can we put our hands together as they come up on stage to join us here? Monsieur Dorian et le modérateur, Monsieur Jacques. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Jacques Anga, je suis directeur conseil au niveau de Deloitte, donc Deloitte Afrique francophone. Alors, je pense qu'on a eu un petit décalage sur le nombre de panélistes, donc on devait effectivement avoir Monsieur Kouadou qui finalement n'a pas été disponible. Et donc je suis avec nos deux autres panélistes, mais je pense que ça n'aura pas d'impact sur la qualité de notre panel. Donc nous devons parler de private equity et de financement du secteur de l'énergie. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps sur l'importance du secteur de l'énergie parce qu'on sait que c'est une pierre angulaire du développement économique et social dans nos pays et sur notre continent. Et donc ça va être intéressant de voir pendant les 45 prochaines minutes comment est-ce que le private equity peut être une solution de financement de projets d'envergure dans le secteur de l'énergie, quels sont les défis qui existent aujourd'hui au niveau du secteur lui-même avant de regarder les défis qui existent au niveau du financement de ce secteur-là, quelles sont les solutions que peuvent apporter le private equity et qu'est-ce qu'on va retenir à la fin de la journée donc en termes de recommandations, donc de recommandations pour nos acteurs institutionnels, mais aussi de recommandations pour les acteurs de financement et en particulier pour les acteurs du private equity. Donc je vais rapidement commencer par présenter nos panélistes et puis je leur passerai aussi la parole pour qu'ils puissent rapidement aussi dire peut-être un petit mot supplémentaire sur leur structure. Donc d'abord M. Brice Laudunion, qui est directeur général auprès d'Africa 50, qui est une Africa 50 Infrastructure Partners, qui est une filiale d'Africa 50 qui est dédiée aux investissements en capital investissement dans les structures africaines. Donc AIP est le gestionnaire du fonds d'accélération des infrastructures Africa 50 avec 500 millions de dollars récemment lancé en décembre 2023. Nous avons également comme autre panéliste Monsieur Dorian Zou. Donc Monsieur Dorian Zou qui est professionnel de l'investissement et qui cumule près de 10 années d'expérience dans le secteur financier. À travers la banque commerciale, la banque d'affaires, la banque d'investissement. Aujourd'hui et depuis plus de 2 ans, il est au sein de BioInvest, donc l'institution financière de développement de la Belgique, en tant que chargé d'investissement pour le bureau Afrique de l'Ouest et Afrique centrale en étant basé à Abidjan. Voilà, donc je vais peut-être vous passer la parole, vous laisser dire un petit mot sur vos différentes structures et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet en abordant le point des enjeux du secteur de l'énergie et plus particulièrement des enjeux de financement. Alors juste un mot sur Africa 50 qui est une initiative du groupe de la Banque africaine de développement, donc qui est une organisation multilatérale qui a vocation à faciliter et accélérer le développement des projets d'infrastructure. Donc Africa 50 a une poche qui permet la préparation des projets, une autre poche qui permet leur financement. Et donc dans le secteur de l'énergie, on est présent essentiellement sur la partie génération, à la fois sur des barrages hydroélectriques au Cameroun, à Madagascar, des centrales thermiques au Mali, au Sénégal, au Nigeria, et puis une centrale solaire au Sénégal. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup Jacques pour l'introduction. Donc, je suis effectivement Dorian Zou, chargé d'investissement au bureau de BioInvest, qui est donc la DFI belge, c'est-à-dire l'institution financière de développement de l'État de la Belgique, et qui a pour rôle principal d'investir dans le secteur privé, mais dans les pays en voie de développement. Donc, concrètement, depuis Abidjan, le bureau régional de Bio est chargé de couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et pourquoi peut-être Bio
en tant que DFI, pourquoi quelqu'un de bio est invité à un sommet de private equity et encore plus pour parler peut-être du secteur de l'énergie, ben, je dirais que bio est pas seulement un investisseur ou une institution financière. Bio se définit plus comme un investisseur à impact. Et l'impact, en fait, pour nous, chez Bio, c'est en plus de contribuer au développement économique, mais c'est vraiment d'avoir aussi de l'impact, même au niveau social, au niveau environnemental, sur les États, sur les régions dans lesquelles on investit. Et c'est dans cet ordre, c'est dans cette veine-là que justement Bio investit beaucoup dans le secteur de l'énergie et particulièrement dans le secteur des énergies renouvelables. Et je pense que nous aurons justement au cours de ce panel l'occasion d'apporter une contribution à justement les enjeux qui touchent ce secteur des énergies renouvelables. Merci beaucoup. Donc merci Brice, merci Dorian. Donc effectivement, apporter une contribution et peut-être que pour pouvoir apporter cette contribution-là, il faut commencer par cerner les défis et les enjeux de ce secteur. Donc, à tour de rôle, est-ce que vous pouvez donner votre avis, votre perception de ces enjeux-là? Donc, un enjeu présent, futur d'une manière globale, et puis pour sauter à pieds joints dans notre sujet, enjeu en termes de financement. Alors moi, je dirais 3 principaux challenges. Donc, le premier challenge, c'est l'insuffisance des ressources en monnaie locale, puisque les projets d'infrastructure d'énergie sont des projets qui sont très lourds capitalistiquement et ils ont besoin de dettes de longue maturité. Et idéalement, ce serait idéal que ce soit en monnaie locale et malheureusement, on n'a pas suffisamment de ressources en monnaie étrangère. Et on a vu dans certains pays, peut-être pas la Côte d'Ivoire, que les fluctuations sur les taux de change sont très pénalisantes. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est peut-être un peu le retrait de certains bailleurs de fonds internationaux des projets carbonés, alors, principalement le gaz naturel, qui constitue une source d'énergie importante pour certains pays et qui devient de plus en plus difficile à financer. Et le troisième point, ce serait, dans un environnement où les taux sont élevés, la réduction des investissements des États sur les secteurs transport et distribution dans le secteur de l'énergie. Donc ça, c'est des points assez importants puisque aujourd'hui, traditionnellement, le segment qui est ouvert au secteur privé, c'est le secteur de la production. Hormis dans certains pays où on a privatisé la distribution, mais ça suppose que les États fassent les investissements nécessaires dans les autres segments. Et aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, ça rend difficile de rendre l'énergie proche du consommateur final. Voilà les points que je pourrais lister. Très bien, merci Brice. Dorian? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Brice. Alors, je veux déjà même commencer mon intervention en rebondissant sur l'un de tes points par rapport au retrait de certains investisseurs de tout ce qui est secteur carbone par rapport aux énergies. Donc concrètement, la plupart des investisseurs à impact européens ou occidentaux de façon générale qui sont principalement, jusqu'à présent en tout cas, les bailleurs de fonds pour la plupart des projets d'infrastructure en général et d'énergie, ben, depuis quelques années ont décidé en fait de freiner les investissements dans tout ce qui est énergie fossile. Donc c'est principalement le gaz. Et la raison principale à ça, c'est comme tout le monde le sait, ou en tout cas comme tout le monde l'entend, c'est les sujets relatifs au changement climatique. Parce que force est de reconnaître que l'impact des énergies fossiles sur l'environnement il a été prouvé, est vraiment grandement négatif. Et donc, voilà, de nombreuses institutions on souhaite justement, afin de réduire l'impact carbone, éviter un certain type d'investissement. Et donc, finalement, je mets directement les pieds dans le plat. Le secteur, ou en tout cas le sous-secteur qui est favorisé
ces dernières années, c'est tout ce qui est énergie renouvelable. Et je pense quand même que le secteur des énergies renouvelables offre également la possibilité aux différents États de s'approvisionner en énergie. Et je crois que c'est vers ce type d'énergie en griffe propre que nos États devraient se rapprocher le plus. Donc, j'ai parlé donc de tout ce qui est énergie à base de carbone et des énergies renouvelables. Et peut-être aussi, ce qui est important de noter, et je crois que c'est le lieu d'en parler là en début d'intervention, c'est que le secteur de l'énergie en général est très important pour tous les États. Donc, tout pays qui a envie de se développer a besoin d'énergie. Ça a été prouvé historiquement avec la révolution industrielle, avec les différentes industries qu'on a pu voir en Europe ou aux États-Unis. C'est encore le cas avec l'industrialisation d'un pays comme la Chine, et ce sera certainement le cas avec les pays africains. Donc l'industrialisation est très importante, et cette industrialisation-là requiert des gros besoins en énergie. Au-delà de l'urbanisation, au-delà de l'industrialisation, on a aussi des mouvements d'urbanisation de plus en plus marqués. Et ces développements des villes avec tous ces nouveaux... Ça crée des besoins aussi en énergie. Les gens ont besoin d'électricité pour s'éclairer, ils ont besoin d'électricité pour faire plein de choses. Donc, les besoins en énergie, finalement, ne cessent de grandir un peu partout dans le monde. Et dans le même temps, on a le sujet avec les énergies fossiles. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient d'intensifier les efforts d'investissement dans tout ce qui est énergie renouvelable. Et c'est possible parce que la planète, en fait, dispose de suffisamment de ressources type renouvelables, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolienne, que ce soit la biomasse, etc. Donc, en fait, il faudra que les États, que les institutions financières trouvent le moyen, justement, de rendre ces investissements-là attractifs et aient la volonté de vraiment intensifier les investissements dans l'énergie renouvelable. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment et on pourra essayer d'approfondir si besoin. D'accord, d'accord. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur l'importance du secteur, on l'a dit et redit. Nous avons commencé à regarder un peu les défis, les enjeux auxquels on peut faire face. Ce qui était intéressant, c'est que vous êtes rentré un peu dans les défis spécifiques au sous-secteur, donc pour montrer que là aussi, le secteur de l'énergie n'est pas un tout homogène. Donc en fonction du projet d'investissement ou en tout cas de l'appétence qu'on peut avoir, il y a des défis spécifiques auxquels on doit faire face. Justement, peut-être, dernier élément sur ces enjeux et ces défis-là, comment est-ce qu'en tant qu'investisseur, alors, comment est-ce qu'on apprécie et on regarde ces défis-là et comment est-ce qu'on adapte la stratégie d'investissement que l'on veut mettre en place en fonction de ces défis, notamment défis réglementaires qui peuvent exister dans le secteur de l'énergie. Donc, comment est-ce qu'on les apprécie et comment est-ce que derrière on adapte notre stratégie d'investissement? C'est une large question parce que c'est vrai qu'on a des marchés énergétiques régionaux, enfin, principalement en Afrique de l'Ouest, mais les régulations sont assez spécifiques par pays. Donc chaque pays est un cas d'école, si on peut dire ça comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est un sujet de mix énergétique et d'incentives que chaque État a envie de mettre pour développer tel ou tel secteur. Je prendrai un exemple. Si un pays dispose de ressources naturelles gazières, par exemple, peut-être qu'il donnera plus d'avantages pour pouvoir mettre en valeur ces ressources-là. Si un pays dispose d'un potentiel éolien plus marqué, il pourra donner des incentives pour développer cette industrie-là. Donc c'est vraiment au cas par cas. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs avec des agendas différents dans ce secteur de l'énergie-là.
Il y a des investisseurs purement financiers, des investisseurs qui viennent avec un agenda de bilan carbone, qui disent, ben voilà, moi j'ai émettre du CO2 sur notre marché, et puis je vais venir produire de l'énergie propre ici, et puis ça va aider mon bilan carbone. Donc il y a forcément un intérêt, une demande économique un peu plus faible. Il y a des investisseurs avec un agenda impact, donc ça crée beaucoup de ça devient un secteur un peu encombré, mais bon, je pense que plus il y a de ressources disponibles, plus il y a de choix, mieux c'est sans doute pour les promoteurs et pour les États. On espère qu'à la fin, on va avoir des secteurs viables. Mais je pense que l'un des sujets que nous, on observe, c'est que, encore une fois, dans un environnement avec des taux élevés, on se retrouve avec des projets sur le continent dont la rémunération n'est pas suffisante par rapport à ce que l'on peut voir sur d'autres marchés. Donc, souhaiter qu'un projet renouvelable ait un intérêt de 12 ou 13%, alors qu'aux États-Unis, on va avoir un intérêt qui a peut-être 1 ou 2% en moins, ça réduit quand même l'attractivité, parce que le capital est mondial et il essaie d'ajuster le couple risque-rendement. Et donc aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la rentabilité de ces projets par rapport aux autres opportunités qui sont disponibles sur le globe. Très bien. Très bien. Et alors, ça c'est très intéressant d'avoir abordé ce point. Et vous avez anticipé une de mes prochaines questions. Donc, quand on se retrouve avec des taux de rentabilité dont vous parliez qui ne sont pas forcément attractifs, donc je suppose, comme vous l'avez dit, que ça a un impact sur la perception qu'ont les acteurs de private equity sur les opportunités du secteur de l'énergie en Afrique. Mais est-ce que cette perception-là concerne tous les sous-secteurs ? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un ou plusieurs sous-secteurs qui sont perçus comme plus attractifs? Et si c'est le cas, lesquels ce seraient, par exemple? Alors, pour l'instant, là où il y a le plus d'opportunités, c'est bien évidemment le secteur de la génération, de la production, où il y a beaucoup d'opportunités. Il y a effectivement des opportunités qui sont liées au réseau, donc produire de l'énergie, l'injecter dans le réseau et puis permettre à la société publique de transport et de distribution de faire son travail, donc d'apporter cette énergie au consommateur final. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit qui est très porteur, c'est ce qu'on appelle le CNI, donc c'est des opportunités de produire directement pour le client. C'est-à-dire que vous avez un client qui est dans une zone un peu isolée du réseau et qui a besoin d'énergie, et donc de dire je vais déployer une centrale solaire ou un groupe électrogène pour lui apporter l'énergie à laquelle il n'a pas accès au réseau et le décharger de cette question de l'énergie. Donc ça, de plus en plus pour des clients à haute valeur qui considèrent qu'il y a un vrai intérêt à avoir une énergie fiable. Donc, quel que soit le prix, ça devient, c'est quelque chose qui est très développé. On le voit au Nigeria, on le voit en Afrique du Sud. Peut-être pas encore suffisamment dans nos contrées, mais c'est quelque chose où on voit beaucoup d'acteurs se développer. Ok. Bon. Je vais peut-être revenir sur un point qui a été mentionné par Dorian. Donc, nous avons parlé un peu plus tôt d'énergie renouvelable. Donc, si on devait faire un petit focus sur ce pan de l'énergie renouvelable, est-ce que là aussi, là je vous mets pas sur la casquette de private equity, mais plutôt d'acteurs de financement d'une manière générale, est-ce que là aussi on sent qu'il y a une appétence particulière des acteurs sur ce volet-là? Est-ce qu'on a beaucoup d'acteurs qui veulent venir financer des projets d'énergie renouvelable aujourd'hui en Afrique? Merci Jacques pour cette question. Alors, je répondrai par l'affirmatif. Oui, il y a des acteurs, des financiers qui sont très ouverts à financer ce secteur-là. Je prends juste l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous savons que le pays est engagé dans des objectifs
on va dire, de rééquilibrage du mix énergétique du pays, donc faire plus de renouvelables. Et beaucoup d'investisseurs attendent encore de voir des projets sortir de terre pour apporter des financements. Malheureusement, je ne saurais pas apprécier clairement, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ces projets-là sortent vraiment au compte-gouttes. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, on a peut-être tous récemment entendu parler d'une centrale de biomasse du côté d'Aboisseau, c'est un bon projet. Une centrale solaire aussi au niveau de Boundiali, récemment. C'est des initiatives qui visent justement à renforcer la production en énergie renouvelable, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, pour donner peut-être quelques chiffres comme ça, jusqu'à peut-être 2021 ou 2020, la Côte d'Ivoire, l'électricité produite en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 70% à base d'énergie fossile, principalement du gaz, 30% seulement à base d'énergie renouvelable, et dans ces 30%, c'est 29 et quelques pourcents pour le secteur hydro. Alors, donc, des projets dans le solaire ou dans la biomasse, ça ne représente même pas 1% encore du mix énergétique en Côte d'Ivoire, et alors que justement, on a un potentiel. On a un potentiel. Brice avait évoqué tout à l'heure aussi une volonté, j'ai envie de dire une volonté politique, ou en tout cas une vision, une stratégie claire des États par rapport à ce qu'ils veulent faire en fait de leur mix énergétique. En Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, on fonctionne bien avec le gaz. Et je pense qu'on a encore, même récemment, des découvertes de gaz. Donc, la Côte d'Ivoire pourrait être tentée, justement, de continuer à produire son énergie avec du gaz. Parce que le gaz est abondant, finalement, ou sera abondant. Et il y a eu jusqu'à présent aussi quelques challenges au niveau des nouvelles énergies. Les gens s'inquiétaient des coûts de production des centrales solaires, des panneaux solaires, etc. Donc, on pouvait dire comme ça que, bon, vu qu'en Côte d'Ivoire, on a du gaz, on n'a pas besoin de faire du solaire. Et, bon, qui sommes-nous pour juger? Chaque État décidera. Je ne dis pas que c'est ça la position de l'État de Côte d'Ivoire, mais je dis que c'est des facteurs qui sont quand même à l'étude. Les gens, ils se posent des questions. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est que les enjeux climatiques, je crois que maintenant, on est tous à l'aise avec le fait que c'est réel. Parce qu'il y a quelques années, les gens, on pouvait le prendre à la légère, mais maintenant, tout le monde sait que les effets du réchauffement climatique, c'est réel. Et le pire, c'est que on peut dire qu'en tant que pays d'Afrique subsaharienne, on n'a pas été pour beaucoup dans les causes de ce réchauffement climatique. Ça a été, comme je le disais en tout début, les premiers pays les plus industrialisés qui ont le plus pollué. Malheureusement pour nous, c'est que les effets sont les plus durs avec les pays africains, mais de façon générale avec les pays autour de l'équateur en fait. Je ne vais pas faire un cours de géographie, mais il a été démontré que voilà, dans les pays autour de l'équateur, les effets du réchauffement climatique sont les plus dévastateurs. Et deuxième élément qui n'est pas en la faveur des pays africains, c'est que économiquement, ce sont les pays les plus faibles, et donc, de facto, ce sont ceux-là qui ont le moins la possibilité de faire face à ces changements climatiques. Donc, lorsqu'il y a une augmentation de température ou il y a une élévation du niveau des eaux, par exemple, des pays qui ont des ressources économiques importantes ont des moyens de s'organiser, d'organiser la société, par exemple, pour mettre plus de climatiseurs, je ne sais pas, dans les chambres, pour ne pas avoir trop chaud, par exemple. Mais des pays africains, ils ont moins la possibilité de faire face à ces challenges. Ceci pour dire que, finalement, même si on a des ressources naturelles fossiles qui sont disponibles, il faudrait penser quand même à aller vers les énergies renouvelables, d'autant plus qu'on en dispose. Donc voilà, ça, c'est des questions aussi quand même que il ne revient pas à des PI ou à des DFI de décider, parce que les fonds, ils les ont, c'est des sujets qui sont en griffe bien vus. Donc en tant que DFI, nous, on a envie d'investir dans les projets énergie renouvelable, mais il faut qu'on les trouve. Et pour que ces projets-là sortent de terre,
il faut aussi que les États, les aides encouragent ce secteur-là à se développer. Très bien. Très bien, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce type de projets-là sont vus d'un bon œil. Et peut-être, question d'abord pour Brice, et ensuite si Dorian souhaite rajouter rapidement un mot sur le point. Est-ce que les critères ESG aujourd'hui influencent justement le private equity sur tout ce qui est financement de projets énergétiques en Afrique? Influence réellement? Oui, je pense que c'est un sujet qui est très ancien. Il faut se rappeler que les investisseurs dans les fonds de private equity ont pendant longtemps, en grande partie, été des DFI. Donc il y avait des agendas ESG qui étaient là. Donc il y avait un suivi qui était fait à ce niveau-là. Depuis plus de 20 ans, les premiers fonds appliquaient les normes de la SFI. Donc le sujet a toujours été là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une autre dimension dans la conversation qui entre, c'est un sujet climate friendly, où on dit, ben voilà, en plus d'être compliant, il faut être favorable au climat. Donc ça, c'est une autre considération qui rentre dans les sujets, et donc qui fait qu'éliminer un certain nombre de projets, notamment carbonés, ou des projets qui ont un impact défavorable sur le climat. Mais je pense que les considérations ESG sont toujours présentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui a peut-être changé, c'est qu'on voit des investisseurs qui font des due diligence ESG avant d'investir dans un fonds, pour s'assurer que ces sujets sont bien pris en charge. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas eu de changement notable sur le sujet. C'est toujours d'actualité, et puis tout le monde est responsable sur le sujet. Ok, merci Brice. Donc si je peux ajouter quelque chose à ce que Brice vient de nous donner, je veux dire, d'un point de vue d'un DFI comme Bio, les éléments ESG sont très importants. C'est même fondamental maintenant dans toutes nos décisions d'investissement. On a une section très importante qu'on accorde à tout ce qui est ESG. Et donc, quand nous devons investir dans un projet d'infrastructure, dans un projet d'énergie, ou même si nous devons investir dans un fonds en vue de derrière investir dans des projets d'énergie, on va accorder cette importance-là à la considération ESG. Donc concrètement, comment ça se passe? On va essayer de faire un diagnostic déjà de l'entreprise dans laquelle on est amené à investir, ou dans ce fonds-là, pour voir quel est l'état des lieux en fait au niveau des politiques ESG dans cette entité. Donc une fois qu'on fait cet état des lieux-là, on va utiliser aussi des outils de scoring qui vont nous permettre justement d'évaluer le niveau, on va dire, de maturité ENS de cette contrepartie. Et ça aboutit à une note. On peut avoir voilà, il y a une grille qui est là. Si la note elle est bonne, bien sûr elle est bonne. Si elle est trop mauvaise, ça peut carrément être éliminatoire. Donc on ne va pas investir dans un projet ou dans une entreprise qui, côté ESG, est carrément très mauvais. Donc la plupart du temps, on va se retrouver à un niveau intermédiaire. Donc on voit que le management a déjà mis en place plusieurs choses qui vont dans le sens ESG. Et il y a encore matière à améliorer des choses. Et donc, on prend acte du niveau auquel il se situe maintenant, mais on va, dans notre accompagnement, c'est-à-dire en parallèle des fonds qu'on va peut-être investir, on va également mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action environnementale et sociale pour justement permettre à ce projet ou à cette entité ou à ce fonds même d'améliorer ses standards en matière de ESG. Donc, pour donner un exemple concret dans le domaine des énergies renouvelables, lorsque nous allons faire notre analyse ESG, il y a certains paramètres quand même qu'on va regarder avec beaucoup plus d'attention.
Donc, j'ai déjà parlé de la situation donc, de l'entreprise au niveau des politiques qui existent déjà. On va voir comment les améliorer. Mais deuxièmement, on va regarder, lorsqu'on a un projet concret d'énergie, on va regarder la situation de la terre, c'est-à-dire le terrain qui va servir même à réaliser le projet. Donc, parce que vous savez que, par exemple, pour tout ce qui est projet solaire, il y a des conditions de radiation solaire, etc. Mais même au niveau du sol, il faut certaines conditions pour pouvoir placer des panneaux. Par exemple, il faut un peu que le sol soit quelque peu désertique pour pas qu'il y ait un impact négatif sur l'écosystème autour. Bref, donc on va essayer de regarder un peu les paramètres au niveau de cette terre-là. Est-ce qu'il y a un impact sur des populations qui devront être dégagées, etc. Et donc, on va voir ce qu'il convient de faire là. Au-delà de la terre, on va regarder l'impact même sur les communautés locales et quels sont les bénéfices que cette installation, donc cette unité de production d'énergie va apporter à ces communautés locales. On va essayer de prendre ça en compte. Et puis, pour finir, on va également tenir compte de la biodiversité. Donc, ce projet d'infrastructure, quel sera son impact sur la végétation, quel sera son impact sur les forêts, etc., etc. Donc, en gros, c'était juste pour donner quelques exemples de paramètres ESG un peu plus concrets que nous regardons lorsque nous prenons nos décisions d'investissement. Voilà. Et merci. Merci Dorian. Merci. Alors, à ce stade, je pense qu'on peut faire un petit récapitulatif. Et puis aussi parce qu'on est venu me rappeler à l'ordre en me disant qu'il ne fallait pas dépasser le temps. Le temps est parti. Mais alors, plusieurs points ont été évoqués durant notre panel. Donc, des enjeux, des challenges de taille pour avoir beaucoup d'impact sur le développement économique et social en Afrique aujourd'hui. Des projets qui n'ont pas toujours l'attractivité qu'il faut, notamment à cause des niveaux de rentabilité de ces projets-là. Une réglementation qui peut être un peu, en tout cas, adaptée ou améliorée aux enjeux qu'on a cités au début du panel. D'ailleurs, sur ce point, et ça sera peut-être ma dernière question, quelles sont les incitations, notamment réglementaires, qu'il faudrait mettre en place pour permettre un meilleur impact du private equity sur le secteur de l'énergie en termes de financement, notamment, vu que c'est un point qui a été plusieurs fois évoqué, sur tout ce qui est financement de la transition énergétique. Donc voilà, est-ce qu'il y a aujourd'hui des incitations que vous attendez ou que, en tout cas, vous applaudirez et qui permettraient justement aux acteurs de private equity d'avoir un peu plus d'impact sur ce secteur? Je ne sais pas si je pense que pour que nous, acteurs du private equity, prenions position, il faudrait qu'on soit dans un environnement qui est viable commercialement. Donc il faudrait que ça fonctionne pour tout le monde. Donc en termes de rentabilité, en termes d'équilibre financier. Donc je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus, de dire qu'on est dans un pays avec un système de production où il n'y a probablement pas de pénurie et que les prix sont fixés de manière à refléter les coûts et qu'on ne soit pas obligé de compter sur des subventions. Je pense que ça, c'est en termes de pérennité, lorsqu'on s'apprête à investir dans un projet qui a une durée de vie de 15 ans, même si on ne reste pas 15 ans, on espère avoir un horizon clairement dégagé et pas se dire que dans 5 ans, il va falloir aller négocier une subvention ou bien une restructuration financière. Donc je pense que travailler sur la viabilité des secteurs électriques, c'est un préalable, ça permettra d'attirer du capital. Après, il est évident que tout ce qui permet d'avoir du capital local sera bien accueilli parce que dans un panel précédent, on parlait des sorties. Mais l'idée, c'est que le private equity, ce soit des acteurs probablement un peu plus avertis, un peu plus sophistiqués, ils aient une meilleure compréhension, ou plus grande appétence pour le risque, ils se positionnent. Et puis après, une fois que l'actif est un peu dérisqué, ils puissent laisser la main à des acteurs locaux en disant, ben voilà, vous avez un historique de paiement, un historique de rentabilité, un historique de distribution.
vous pouvez, vous, caisse retraite ou société d'assurance, venir dans ce secteur-là. Et on commence à le voir dans certains pays. En Côte d'Ivoire, on voit la CNPS qui a investi dans une centrale thermique. Au Togo, on voit la Caisse de sécurité sociale qui a également une centrale thermique. Donc on voit bien que les acteurs à long terme se positionnent sur ce type d'actifs-là parce qu'ils voient que ça correspond un peu, ça match leurs engagements de paiement de primes ou de retraite. Donc je pense que c'est possible que si on a un écosystème local dans lequel on voit la viabilité commerciale. Parce que si c'est totalement déséquilibré, si moi je prends un exemple, si moi je suis acteur de la production électrique au Tchad et qu'on déclare que l'eau et l'électricité sont gratuites jusqu'à la fin de l'année, je me pose la question, mais qui est-ce qui va payer? Et puis qui est-ce qui va payer ma facture lorsque je vais... Donc je crois qu'il y a un peu des questions c'est parfois des décisions difficiles en termes de tarification, mais une fois que c'est un terrain de jeu qui est lisible, qui est équilibré, je pense que ça donne du confort au private equity d'arriver derrière des développeurs pour dire, ben voilà, vous avez négocié tous les contrats, nous on veut bien financer, on veut bien participer au closing financier, on veut bien prendre le risque de construction, et puis les premières années, et puis augmenter la capacité. Voilà. Merci Brice. Dorian, un mot sur cette dernière question? Oui, peut-être un mot rapide. Je pense quand même que pour favoriser justement le développement rapide des projets en énergie renouvelable notamment, il faut être appuyé par les États. C'est-à-dire il faut que les États jouent franc jeu et qu'ils montrent vraiment beaucoup de volonté à développer ce secteur. Et cette volonté-là, concrètement, elle doit se traduire comment? Elle doit se traduire par le cadre réglementaire, premièrement. Donc, il faut qu'on sente quand même que des mesures sont prises pour inciter les investissements dans ce domaine-là. Brice avait évoqué un moment les CNI, qui est donc un système un peu indépendant de production d'énergie, mais qui ne passe pas sur le réseau, en fait. Et cela, pour que ce soit effectif dans un pays, par exemple, ça dépend de la réglementation. Il y a des pays où c'est plus facile de le faire que d'autres. Et donc, juste pour dire que ça commence par des règles et des lois qui favoriseront l'éclosion de ce secteur. Deuxièmement, ça peut être aussi simplement au niveau des douanes, par exemple. Si on reste dans le secteur de l'énergie renouvelable, il y a des panneaux solaires qui, pour la plupart, enfin, je dis la plupart, mais quasiment 100%, ils ne sont pas produits ici encore. Donc, il y aura pour ces projets-là besoin d'importer, principalement de Chine. Mais si on veut favoriser ce secteur, on pourrait simplement essayer de détaxer ce type de panneaux, que ce soit pour des grands projets d'infrastructure ou bien même pour des simples particuliers qui veulent mettre un panneau solaire sur leur toit. Si on le rend plus accessible, ça ne mange pas du pain, tu vois. Donc, je crois que l'État peut jouer un rôle très important dans le développement de ce secteur, mais il faut prendre des actions concrètes pour favoriser justement l'environnement, pour permettre à ces investisseurs-là qui sont intéressés par le secteur de voir une opportunité également de rentabilité et de venir tout simplement investir dans ce secteur. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Très bien, merci Dorian. Merci beaucoup, merci à Brice également pour ses contributions. Je pense qu'on a notre petite liste de points à conserver, donc succinctement, je les reprends. Donc, beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, une attractivité qui peut être améliorée, qui n'est pas toujours au rendez-vous pour les acteurs de private equity, et des attentes au niveau de l'accompagnement, de la collaboration avec les États, des attentes peut-être en termes d'incitation réglementaire et pas que, Dorian a cité d'autres types d'incitations qui peuvent être mises en place. Et donc tout ça devrait contribuer à faire du private equity
et des acteurs de financement dans une plus large mesure, des acteurs à impact un peu plus important sur ce secteur de l'énergie. Voilà, donc je pense que l'essentiel a été dit. Je vous laisse 30 secondes chacun pour un dernier mot de la fin si vous en avez un, et je pense qu'on pourra clôturer le panel. Merci Jacques. Donc je vais commencer. Peut-être juste pour conclure rapidement mon propos, je tiens à dire qu'il faut qu'on sache qu'il y a des ressources financières qui sont disponibles pour financer le secteur de l'énergie. Par contre, pour que ces ressources soient utilisées, il faut que ceux qui les détiennent soient motivés. Donc il faut mettre en place des conditions pour attirer ces investisseurs-là. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que même s'il y a plusieurs sources d'énergie, moi je tiens quand même à mettre l'accent sur l'importance de passer à l'énergie verte. Parce que les effets climatiques sont très dommageables et seront de plus en plus dommageables, surtout pour nous les États du sud du Sahara. Donc c'est dans notre intérêt de verdir un peu notre mix énergétique. Et donc, pour cela, il faut continuer de développer des projets énergie renouvelable. Et voilà, je pense que si un pays comme la Chine, qui est le plus grand pollueur actuellement, a fixé des objectifs de zéro émission nette de carbone d'ici 2060, je crois que tous les pays, nous autres plus petits pays, on peut aussi avoir une part beaucoup plus importante de verre dans notre mix énergétique. Donc c'est ça un peu mon exhortation et puis je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, on reste optimiste. Merci. Je peux dire que nous, au sein de Africa 50, on est évidemment fortement engagé sur le secteur d'énergie. On pense que c'est un secteur important pour le continent. Donc on va continuer à aider à accélérer le développement de ces projets dans le secteur de l'énergie. On va regarder, comme on l'a dit, la génération, mais également la partie transport. On a un certain nombre d'initiatives dans le domaine des PPP liés au transport en Afrique de l'Est. On va continuer de pousser dans cette direction-là. Et puis, le renouvelable, c'est évidemment une poche intéressante, mais on continue de regarder quelques projets carbonés également. Voilà. Merci. Donc, alors, je pense qu'on peut applaudir nos panélistes, leur dire merci pour la qualité des échanges. Voilà, donc je pense qu'on n'aura malheureusement pas le temps pour des questions du public, c'est ça, si je comprends bien. Ok, mais donc écoutez, merci beaucoup. Je pense que les débats pourront se continuer off records. Et puis, donc, on va donc clôturer notre panel. Voilà, merci.